la richesse inestimable du patrimoine que nous possédons, héritage légué par nos fondatrices, conservé et transmis par nos devancières. Comment consolider les lieux de transmission? Comment assurer sa pérennité? Aujourd'hui, à Maisons-Mères, nous nous trouvons au premier étage du pavillon Sainte-Anne, à la Procure, là où autrefois on administrait les activités des petites franciscaines de Marie. Julien Dufour, homme d'affaires et président du CA de Maisons-Mères, rencontre sœur Doris Lamontagne, supérieure générale de la congrégation. C'est vraiment les téléphones qui servaient pour l'intercom, parce que dans la maison, comme la maison était grande, donc pour communiquer, c'est ça. À travers les étages, c'est ça. les locaux. C'est ça. Bonjour, Sœur Doris, comment allez-vous? Ça va bien, puis vous, M. Dufour? Ben oui, merci beaucoup. Alors écoutez, c'est un grand plaisir pour moi de partager ces beaux moments cet après-midi. C'est un privilège avec vous. Je suis vraiment content d'être là avec vous. De ce fait, dites-moi donc, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui et qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça implique, le titre que vous portez si bien de supérieur général au sein d'une communauté comme les Petites Franciscaines de Marie? Ben oui, on est ici un peu pour se parler de gestion. Là. J'ai regardé un petit peu les questions en préalable. Puis je me disais, bien, je pense que ça serait important d'abord de situer qu'au niveau d'une supérieure générale de congrégation, tantôt je disais un petit peu à la blague, j'ai un voile et deux chapeaux. Donc, il y a un premier chapeau qui est tout sur l'ordre du droit canonique. C'est la supérieure générale, le droit canonique par rapport à Rome, pour le droit d'exister en tant que congrégation religieuse. Donc, avec des constitutions, une règle de vie, une mission particulière que j'ai déjà énoncée, là, faire connaître et aimer Dieu, ce sera la volonté constante d'une petite franciscaine de Marie. Donc, ça, je veux dire, on est dans la continuité de ce qui a émergé dans le cœur de ces 11 femmes de Worcester, qui a pris forme dans une règle de vie, puis qu'il y a plus de 1000 petites franciscaines de Marie au cours de l'histoire qui ont voulu vivre. Fait que pour ça, moi, je dirais, c'est régi par le droit canonique, puis nos règles et nos constitutions ont été approuvées par Rome. Donc ça, c'est l'aspect plus... Quand on fait des séances de conseil général, par exemple, on a toute la première partie de la vie religieuse. Donc ça, c'est géré, mettons, par le droit canonique. Intéressant. Mais pour exister dans un pays, puis dans une province comme ici, bien là, c'est soutenu par une corporation. Il faut qu'il y ait une entité administrative qui sous-tend cette organisation-là. Une forme de gouvernance. Oui, on pourrait dire la gouvernance civile. OK, on va l'appeler comme ça parce que moi, la gouvernance, je dirais, c'est l'ensemble des deux chapeaux. Puis il y a une dimension, je dirais, ecclésiale, canonique. Puis il y a une dimension, je dirais, civile. Et au Québec, bon, il y a eu différentes mutations de la loi. Puis la loi la plus récente, c'est une loi corporative spécifique pour les communautés religieuses. Donc ça, c'est une corporation de bienfaisance, donc à but non lucratif, puis qu'on administre. Là. Puis dans cette corporation-là, qui serait peut-être pour certains gens, je dirais c'est une compagnie, dans la corporation, bien, j'en suis la présidente. Donc, cette structure-là s'applique à toutes les congrégations religieuses au Québec? Oui, okay. oui. Et puis, dites-moi, c'est intéressant, et dites-moi, vous avez succédé à qui? Quels étaient vos prédécesseurs? Bien, moi, je suis la 12e supérieure générale. Depuis la fondation Oui, je suis vraiment le numéro 12. Là, je ne pourrais peut-être pas nommer les 12, mais je suis capable de nommer les dernières. Oui, les dernières qui sont toujours vivantes. Donc, avant moi, c'était Sœur Françoise Duchesne. Après ça, il y a eu Sœur Carmen Gravel. Sœur Madeleine Tremblay. Après ça, il y avait Sœur Juliette Lafleur. Puis là, je pourrais remonter. Vous êtes rendu pas mal loin. Oui. Si les gens vont au cimetière, d'ailleurs, les supérieures générales sont enterrés dans un endroit spécifique. Là. Quand même. Oui. Est-ce que vous croyez, Sœur Doris, que cette tâche-là, cette responsabilité-là, je devrais dire, a évolué au cours des temps, ou si c'est sensiblement la même responsabilité que vous avez? Là?
Je dirais oui et non. Je suis dans la continuité de la gouvernance religieuse parce que notre règle de vie s'inspire, comme je le disais un petit peu tout à l'heure, de ce projet de vie qui a commencé ces quelques femmes à Worcester, là, les 11 fondatrices, comme on les appelle, qui sont arrivées ici, là, ça va faire 130 ans le 13 novembre prochain, sont arrivées en 1891, qui sont venues au service d'un hospice, donc de personnes âgées dans la petite maison Sainte-Anne, qu'on voit qui est au milieu de la maison Sainte-Anne, là, la petite maison qui existait déjà là. Donc, oui, ça, je dirais, là, dans la continuité, je dirais, de la gouvernance au niveau religieux, puis là, il y a eu une croissance de ça, le nombre de personnes a augmenté, parce que moi, j'ai mon numéro de profession, je suis la 1033e professe, puis 1072, puis 1090 à Madagascar. Donc, oui, il y a eu un accroissement, les œuvres, puis ici à Maison-Mère, on peut le voir, là, il y a eu l'ajout, puis des salles. La maison s'est agrandie au fur et à mesure des œuvres, parce qu'on existe d'abord pour être au service des besoins. Et dans le fond, la personne humaine, c'est ce qui est central. Donc, on a voulu en prendre soin. Mais quand j'ai dit ça, ça prend des sous, ça prend... C'est tout ce qui vient avec. Il y a toute une gestion, une organisation, une corporation. Elle a évolué. Là, le contexte dans lequel, après 130 ans d'existence, j'existe le service à la suite des 11 autres supérieurs générales, on n'est plus dans le même contexte. Ils ont précédé. Bien, on n'est plus dans le même contexte social. Je regarde aujourd'hui, avec la réalité actuelle, c'est quoi qu'on a à être au cœur du monde aujourd'hui. Quand on parle de gérance, Sœur Doris, pouvez-vous me dire, par exemple, j'imagine que vous devez être à l'écoute de ce qui se passe réellement au niveau des petites sœurs. Par exemple, est-ce que ça amène une régularité au niveau des rencontres? Est-ce que vous avez de temps en temps des rencontres avec les petites sœurs? Est-ce que, c'est quoi, dans votre gestion quotidienne ou de votre gestion hebdomadaire ou mensuelle, peu importe, est-ce que vous avez de temps en temps des rencontres avec les petites sœurs? Ah bien, il y a toujours, il y a des niveaux, hein? Comme avec les sœurs, à chaque année, pour toutes les sœurs, là, avec la pandémie, on n'avait pas pu le faire, on l'a fait cet été. On fait chaque année, on essaie, là, j'essaie de le faire à la fois au Canada et à la fois à Madagascar, ce qu'on appelle une assemblée générale. On a eu ça cet été, là, au mois d'août, là, puis on était contents parce que les frontières ont ouvert des États-Unis juste 100 ans. Est-ce que ça, c'est sur une base annuelle? Annuelle. Comme n'importe quel organisme, c'est comme un genre d'AGA, mettons. Bien là, on le fait à chaque année maintenant, une assemblée générale où on fait une mise à jour où on est, puis on profite de fêter de l'occasion. Puis souvent, je donne de l'information, je donne un petit temps de ressourcement ensemble, prier ensemble. Cet été, on avait vécu le gros événement de commémoration au cimetière. Puis je fais la même chose aussi avec les Sœurs de Madagascar. Là, je n'ai pas pu y aller depuis 2 ans, mais ça, c'est un rite. Normalement, dans le mandat de la supérieure générale de 5 ans, on doit visiter chacune des maisons. Ça, c'est l'officiel. Après ça, il y a l'informel. Je comprends. Puis, bon, il y a différentes manières. Comme avec les sœurs qui résident au bâtiment, on a un petit comité de régie, on se voit régulièrement là, pour s'ajuster sur la vie courante. Puis... Des petites choses à régler, des situations à régulariser, des choses comme ça. C'est bon. Ça. Puis on tient régulièrement des rencontres là, au niveau du généralat, parce qu'il y a le conseil général qui m'accompagne dans mon mandat. Donc, de voir les grandes orientations, les décisions qui sont à prendre pour le bien de tous. Des fois, c'est des biens... Tu sais, ne serait-ce que l'achat d'un véhicule, là, une sœur ne peut pas décider ça. Fait que c'est le conseil général qui doit le décider. Il y a des décisions administratives qui relèvent que je dois obligatoirement consulter le conseil général. Un peu, bien, là-dessus, on se ressemble. On se ressemble au niveau du complexe Maison-Mère, dans les gens qui siègent sur des conseils d'administration. Bien, il y a des niveaux où ça doit passer en conseil d'administration. Les petits Franciscains de Marie ont toujours eu un impact économique significatif au niveau de Baie-Saint-Paul, dû au fait qu'à un certain moment donné, peut-être que je me trompe, mais vous étiez un des principaux employeurs, sinon le principal employeur ici à Baie-Saint-Paul. Alors, est-ce que ça, j'imagine, ça a été comme significatif dans la communauté? Oui, moi, je vais essayer de le mettre comme, moi, je dirais peut-être 3 phases. Moi, essayer, quand je dis 3 phases, là, la phase d'un démarrage avec nos fondatrices en petite maison,
Et là, ça a pris de l'expansion que je pense même les fondatrices, en arrivant, ils n'auraient pas vu ça. Parce que là, il y a eu l'ajout des personnes ayant un handicap, il y a eu progressivement, parce que ça a augmenté. Là, puis c'est ça qui a fait que la maison a ajouté un aile, puis ajouté ci, puis racheté ça, puis tu sais, la partie où on est, le manoir Victoria, puis on grandit ça, puis on peut dater tout ça, là. Puis l'hôpital. Fait que tout ça, c'est devenu progressif. Fait que je dirais, la première phase, je dirais la phase pionnière, la phase d'expansion, puis là, la ferme, parce que l'autre jour, j'écoutais le lien que la ferme, 60 employés, les personnes, c'est qu'on avait les sœurs, mais les bénéficiaires, puis tout ça, c'était un village dans le village, là, avec la centrale électrique. Fait que ça, déjà, ça générait du personnel, des employés, puis l'hôpital. Fait que là, je dirais phase pionnière, phase des années là, d'expansion, puis d'organisation ici à Baie-Saint-Paul. Puis là, le changement, c'est 1960-70, avec la création de différents ministères. Parce que là, dans ces phases-là, les sœurs, ils n'ont pas de salaire, ils ont des revenus du gouvernement par tête de personnes qu'on a, puis ils ont soutenu un petit peu ça. Et quand l'organisation au Québec, puis c'est ça que le Québec doit voir son histoire, qu'on crée le ministère de l'Éducation, qu'on crée le ministère de la Santé, puis là, que le gouvernement prend en charge ces institutions-là, bien là, les sœurs commencent elles-mêmes à être employées pour le gouvernement. Là, il prend en charge nos institutions, OK? Fait que là, nous autres, ici, dans la maison où on habite, on avait des malades, on avait des salles ici, il y en a déjà eu. Moi, quand je suis entrée en communauté, en 1982, il y avait encore une dame pensionnaire, où est le musée, le parcours muséal, donc il y avait encore un peu. Progressivement, la communauté, je dirais là, assez plus, on va le dire comme ça, privatisée. On va le dire de même pour faire simple, là, dans la discussion, mais progressivement, on a utilisé les espaces plus pour nos besoins internes et ça a amené qu'on a eu besoin, nous-mêmes, des employés. Okay. Moi, je me souviens, quand j'étais au salaire, parce que je faisais les payes à la main, 125 chèques à la main en 1987 avec l'infirmerie. Mais là, c'était du personnel plus affecté à nos besoins internes. Je vais le dire de cette façon-là. Fait qu'il y a eu ça, c'était une autre modalité de gestion. OK? Parce qu'on voit que ça évolue. Ça a changé, effectivement. Et là, bien avec, je dirais, moi, quand j'entre dans la communauté, il y a 440 sœurs, puis 10 à 15 sœurs 440 sœurs? En 1982, quand j'entre en communauté. Puis au plus fort, ici, 225 sœurs. Fait que c'est sûr que dans les années, là, quand il reste 35-40 sœurs à Maison-Mère, dans les années 2015, on se dit, bien là, la maison, trop grande. Bien, trop grande pour nous, puis on n'a plus besoin pour nos besoins. Non. Fait que comme elle a toujours servi pour la collectivité, c'est pour ça qu'on a dit, bien là, c'est l'heure de la quitter. Du temps des petites franciscaines de Marie, la procure était le centre administratif de la Maison-Mère. Sœur Rolande Simard a bien connu cet endroit puisqu'elle a été économe générale pendant plus de 2 décennies. Pour moi, la procure, j'ai toujours pensé à se procurer quelque chose. Et à notre procure, nous avons, par exemple, des articles de bureau, nous avons de la lingerie. On avait quand même au moins 300 sœurs à la Maison-Mère. Ça permettait à ce moment-là, au lieu des sœurs d'aller chercher soit des crayons, aller chercher un pyjama, je vais dire, qui sont de lingerie, eh bien, à ce moment-là, à la procure même, il y avait une personne attitrée au service et elle répondait à toutes les sœurs qui avaient besoin d'articles de bureau ou autres. La procure était en quelque sorte le magasin général de la Maison-Mère. On pourrait appeler ça magasin général, oui. Parce que je me souviens aussi, des fois, on avait besoin de savon, on avait besoin d'articles de toilette. Eh bien, à ce moment-là, les sœurs arrivaient à la procure. Donc, on était quand même assez ouvertes à divers articles. Lorsque je suis entrée en 1966, déjà, avant d'entrer, je travaillais au niveau de l'administration. Je travaillais dans un bureau. Donc, la communauté a vu que déjà, j'avais peut-être des aptitudes au niveau de la comptabilité, même si vraiment différent là, de ce que je faisais avant d'entrer.
De 1966, je dirais jusqu'en 1970, ce fut quand même plus un temps de réflexion, un temps de se questionner aussi sur sa vocation. J'ai tout fait cette étape-là jusqu'en 1972. Et en 1972, à ce moment-là, il a été question, est-ce que je m'engage dans la vie religieuse ou non? Donc en 72, oui, je me sentais vraiment dans ma vocation. J'aimais vraiment la façon de vivre à la maison mère, notre façon de vivre en communauté. Et ensuite, on m'a demandé peut-être d'aller étudier 2 ans. Donc, je suis allée étudier 2 ans à Montréal, à Cartierville, en comptabilité. À la suite de ça, je suis allée travailler au centre. On avait un centre familial Thérèse Martin. C'était pour des jeunes qui étaient orphelins, qui n'avaient pas de famille. Et j'ai travaillé aussi là en tant de comptabilité. En 1977, je suis revenue à la maison mère. Et là, à ce moment-là, j'ai travaillé à la procure. J'ai travaillé à la procure. C'était des périodes où j'étais initiée d'abord. Initiée par sœur Angèle Girard. Puis, dans le temps, c'était quand même... il fallait faire de la comptabilité, je dirais, dans des grands cahiers, puis nécessairement, c'était par écrit. Hein? Ça fait que ça, j'étais initiée à ça. Elle me montrait, c'est sûr qu'il fallait apprendre... comment entrer au niveau des recettes, au niveau des déboursés, au niveau d'un journal général, au niveau de salaire. Donc ça, j'ai tout appris ça aussi là. Monsieur Dufour, là, vous héritez un peu de cette maison-là, la maison mère. Vous êtes président maintenant de la corporation. Dites-moi là un peu, c'est quoi les valeurs que vous retrouvez là, dans ce complexe-là qui pourraient s'apparenter à l'héritage qu'on lègue? Je vais dire ça de même. Là. Ouais. Bien, tout d'abord, c'est sûr qu'au départ, j'ai le grand privilège, bien sûr, de présider le conseil d'administration Maison Mère. La présidence que j'ai assumé suite au legs de M. Fortin, qui avait admirablement bien lancé l'organisme dans la communauté et tout ça. M. Fortin avait fait un travail exceptionnel. Les souliers étaient grands à chausser. Cependant, moi, ce qui me rassure en acceptant ce beau mandat-là, c'était principalement le fait que j'ai la chance de présider un conseil d'administration qui est extrêmement performant, engagé, des gens qui croient vraiment en Maison Mère. Dans la gestion de Maison Mère, c'est quoi les défis les plus importants là, après 4 ans? Parce que là, oui. Je veux dire, on est après 4 ans. C'est quoi les plus gros défis que vous percevez présentement? Bon, effectivement. Alors, tantôt, je parlais d'acceptabilité sociale. Alors, c'est important que Maison Mère, on soit toujours... on assure une pérennité financière au niveau de Maison Mère pour assurer justement cette acceptabilité sociale-là. La pérennité financière, bien, moi, heureusement, je viens du monde des affaires, comme vous le savez, et j'ai eu le grand privilège, pendant toute ma carrière de plus de 40 ans, de côtoyer des gens d'affaires à succès. Et ces gens-là m'ont inculqué vraiment des notions de saine gestion et qui sont salutaires dans mon cas. Et aujourd'hui, j'essaie d'appliquer ces règles de saine gestion financière ici à Maison Mère. Évidemment, l'objectif ultime, dans un premier temps, c'est d'assurer, de faire en sorte d'éliminer le déficit opérationnel. Alors ça, comme vous le savez, ça va super bien de ce côté-là et on souhaite que dans un avenir rapproché, on puisse éliminer ce déficit opérationnel-là. Ce faisant, bien, les gens vont entendre parler de Maison Mère d'autre chose que de ce déficit opérationnel-là. Ce qu'on remarque ici, c'est l'écart entre les revenus et les revenus autonomes et les dépenses qui se resserrent d'une année à l'autre, et c'est ça qu'on cherche depuis le début. Il y a quand même beaucoup d'entrepreneurs, d'entreprises maintenant qui vont grandir ici, qui vont démarrer ici à Baie-Saint-Paul et qu'on va contribuer d'une certaine façon à les aider à prendre de l'expansion. Je fais référence, entre autres, aux cuisines. Là. Il y a Plaisir du Chef, notre ami Patrick, qui fait un travail incroyable ici à Maison Mère. Il y a aussi Chacun son pain, Jean-Christophe. C'est des entreprises de chez nous qui sont en pleine expansion, qui répondent à un besoin dans notre communauté.
on a un succès phénoménal avec l'hébergement de travailleurs. Alors, comme vous le savez, l'hébergement de travailleurs, on est devenu un élément essentiel qui va agir de façon importante pour le développement de nos entreprises ici à Charlevoix. On a plusieurs entreprises qui font affaire ici avec nous, qu'on loge des travailleurs étrangers. Alors, c'est encore un peu cette force d'accueil-là que les Petites Franciscaines avaient d'accueillir des gens d'un peu partout. D'une certaine façon, on a encore ce parallèle-là avec vous, on a encore ce lien-là. Tout comme vous, bien, on accueille ces gens-là et au bénéfice de nos entrepreneurs, nos entreprises, parce que si on n'offrait pas ce service-là, bien, il n'y a pas comme de comparable ici à Baie-Saint-Paul pour loger ces gens-là. On se positionne en faveur du projet de Maison Mère qui nous a permis, on est des utilisateurs depuis le début en fait de l'offre en 2018, ça nous a permis de faciliter l'intégration de travailleurs chez Simard Suspension. Sœur Doris, on a le grand bonheur d'avoir votre présence sur le conseil d'administration de Maison Mère comme membre invité. Et qui plus est, vous êtes en mesure de bien connaître les différences entre, par exemple, comment ça se passait à l'époque et comment ça se passe aujourd'hui. À savoir, par exemple, ici, dans ce magnifique endroit qu'on appelle la Procure, comment était utilisée la Procure? Ah ben quand je viens ici, je rajeunis quasiment de 35 ans, là, parce que quand je fais mes vœux en 85, comme j'ai une formation initiale en administration, j'ai travaillé ici là, de 85 pendant 7 ans. Fait que j'ai travaillé là, à la paie, au déboursé, fait que je vois le va-et-vient, puis je sais que le bureau des économes était ici à l'époque, sur Huguette, sur Hollande, donc puis le personnel, tout ça, là, fait que ça revient, tout ça me revient, c'est cette période de vie que j'ai beaucoup appréciée. Mais en siégeant au CA de Maison Mère, parce que je suis là comme invitée, j'ai voulu, puis c'est un siège où j'ai le droit de dire ce que je veux, mais je n'ai pas le droit de vote, pour garder une dimension de partialité par rapport au projet, là, parce que je trouve ça important. Mais ce que je trouve beau, moi, puis les parentés, là, tantôt vous parliez d'hébergement des travailleurs. Oui. Dans notre histoire, on sait qu'à l'époque des fondatrices, il y avait des employés qui étaient au chemin de fer, puis le père Fafard, à l'époque, avait demandé aux fondatrices de nourrir ces employés-là. Fait qu'on est dans la continuité historique, là, tchouk, en ligne directe, là, avec toute la notion d'accueil. L'auberge et balcon en haut, combien de familles ont été accueillies là par sœur Marie-Paul Bouchard, par Marcella. Toute cette dimension-là de collectivité, d'organisme social, il y en a beaucoup, là. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est la dimension coopérative. Si je pense à Mousse Café, Plaisir du chef, à chacun son... Les ateliers d'artistes, les jardins d'enfants. TVCO. TVCO, bien sûr. Et puis, ben oui, effectivement, c'est incroyable. Toute la dimension communautaire, parce que je le disais plus tôt, nous, on a toujours été là pour répondre, pour soulager toutes les misères humaines. Ben, les besoins. Donc, Maison Mère, présentement, elle répond à des besoins. Elle répond à des besoins pour des organismes communautaires, pour leur développement, pour le démarrage. Oui, ça, c'est déjà beaucoup. Oui, fait que tout cet aspect-là économique d'entrepreneurship, là, je dirais, Maison Mère est à l'origine de ça, rien que la ferme. Là. Dans le fond, c'était une forme d'entrepreneurship à l'époque, là, la ferme. Donc, tout l'entrepreneurship, l'entrepreneurial pour la subsistance, pour le développement. Nous, présentement, les Petites Franciscaines de Marie, on ne peut qu'être fiers du développement de Maison Mère et on voit comment son expansion, puis la façon dont ça évolue. Ça évolue. Tu dis, mais mon Dieu, ça évolue vraiment sur les traces d'origine. Puis on se réjouit surtout que le bâtiment garde son âme d'origine. Fait vraiment, cette partie-là, à l'origine, c'est de l'hébergement avec des personnes âgées. Puis après ça, 1900, toute cette partie-là. Je me souviens, c'était comme 2016, 2017, quelque chose comme ça. Plusieurs comités avaient été mis en place. Et puis là, on a comme essayé de construire un mode d'emploi. Et de ce fait, bien, on s'est basé, bien sûr, sur
le legs des petits franciscains de Marie. On a essayé de voir comment eux, ils avaient mis en place ce beau complexe et puis quelles étaient leurs valeurs. Des valeurs, évidemment, de générosité, de respect, d'entraide, de communication. Et puis nous, à partir de là, bien, au niveau de Maison-Mère, aujourd'hui, si on regarde ce qui a été fait au cours des dernières années, bien, on se rend compte avec tout ce qui gravite alentour de Maison-Mère, c'est un legs précieux. Bien, c'est sûr que la chapelle, pour la dimension de la culture et du patrimoine religieux, pour Charlevoix, c'est une pièce unique. Ça ressemble encore à une chapelle parce que toute la dimension confessante est présente, mais en même temps, elle fait partie de la culture, c'est un patrimoine religieux. Le temps passe bien, hein? Je pense qu'on serait rendu à l'heure de se dire, vous et moi, ça serait quoi notre souhait par rapport à Maison-Mère? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, effectivement. Moi, je demeure profondément convaincu, Sœur Doris, que Maison-Mère est un actif précieux ici à Baie-Saint-Paul. Je me souviens, il y a quelques années, de gros nuages noirs. Il y avait de gros nuages noirs sur Maison-Mère. Je remarque depuis quelque temps que ces gros nuages-là laissent place à des belles percées de soleil, des belles percées de ciel bleu. Et je suis profondément convaincu, encore une fois, que dans un avenir très proche, tous ces nuages-là vont se dissiper, laissant passer de magnifiques rayons de soleil qui vont permettre à Maison-Mère de rayonner et de faire rayonner, de contribuer au rayonnement de Baie-Saint-Paul. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Moi j'en ai un, mais je vais vous faire une confidence. Quand on était en 1997 sur le chapitre général, parce que c'est une instance décisionnelle là, c'est l'instance, si vous m'aviez demandé plutôt là, les réunions, bien, le chapitre, c'est un peu le lieu où on décide des grandes orientations. En 1997, on travaillait beaucoup sur la question des structures puis de l'organisation. Puis moi, j'avais quoi, 35 ans? Puis là, j'ai dit, je voyais les clôtures, puis je voyais le terrain. J'ai dit, c'est où ça? J'ai dit, à quoi? C'est à nous autres, ce terrain-là? Ils ont dit oui. Ah, j'ai dit, moi, j'y verrais un jardin pour faire connaître François d'Assise. C'est en 1997. Puis en 2002, au chapitre, ça veut dire 5 ans plus tard, je présentais, puis j'avais été appuyée par une religieuse, Sœur Madeleine Bertrand, sur le projet. Puis je me souviens quand je l'ai mis au cœur de la table, en haut ici, dans la grande salle, je disais, s'il ne devient pas le projet de tous, de toutes les sœurs, il est aussi bien de ne jamais exister. Ça, c'était dans mon cœur. Parce que on a 11 fondatrices. Donc, c'est beau un projet d'un individu, mais le plus beau, c'est quand il devient le projet de tous. Le projet de la communauté. Et oui. C'était mon souhait, moi, par rapport au jardin. Ça a pris quelques années. Puis ça a pris même la source qui a poussé sur le jardin. Moi, oui. Je dis toujours quand ils ont trouvé le jet d'eau. Et ça s'est réalisé. Ça s'est réalisé. Aujourd'hui, quand les gens me parlent du jardin de François, puis qu'ils trouvent ça beau, puis au cœur de la ville, puis bon, ça, c'est une partie de la genèse. Mais ce qui me réjouit le plus, c'est de savoir que c'est devenu une dimension collective. Tout le monde elle le fait sienne. Et je me dis, pour moi, c'est ça c'est mon souhait par rapport à Maison-Mère, comme pour la communauté. Je ne suis pas la communauté des Petites Franciscaines de Marie. J'en suis responsable pour son bien-être, pour son avancement, pour s'assurer qu'on garde le cap par en avant. Mais vous la représentez de façon admirable. Bien, ça, c'est une partie, parce que je vais être porteur pour que les sœurs, on ait goût ensemble d'avancer. Donc, l'union, c'est un vieux proverbe qui dit « l'union fait la force ». Et nos fondateurs, ça, je le dirais pour mon souhait pour Maison-Mère, l'union fait la force. Il faut rester ensemble pour, je dirais, faire advenir quelque chose de beau. Et ça me réjouit de voir les nouvelles générations dans cette préoccupation collective, parce que je trouve qu'on a perdu au plan sociétal cette préoccupation du collectif, d'un bien commun. On est souvent sur le bien individuel, le bien propre, mais peu sur le bien commun. Et une congrégation, c'est cette institution-là, comme une ville, c'est toujours le bien collectif. C'est au service d'une collectivité. Donc, c'est mon souhait qu'on s'éveille ensemble à prendre soin d'un bien qui est commun. Et même le pape, lui, va parler de ça pour Laudato Si, de la maison commune qu'on partage avec nos frères et sœurs en humanité.
et qu'on doit tous se sentir co-responsables les uns les autres pour faire advenir quelque chose de beau.